S'il n'y avait pas cette rencontre hebdomadaire où je peux disserter, bavarder avec mes amis, bonjour Daniel, Bonjour, ravi de vous retrouver. Emmanuel, Bonjour Gérard. Frédé, Bonjour Gérard. Good morning. vieux frère, Je croyais que j'étais. sur le bateau. Mais je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais fort heureusement, il y a au moins une fois à la semaine où je suis bien, quoi. Je suis heureux comme aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vais vous lire mon petit édito. 2 minutes l'édito, je vous signale. La dignité plutôt que l'injure. Ce soir, je ne vais pas, ou cet après-midi, puisqu'il y a des rediffusions, je ne vais pas vous parler de la guerre au Moyen-Orient. Pourtant, l'actualité nous y pousse, les images sont terribles et le monde retient son souffle. Mais ce soir, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre guerre, une guerre plus discrète, plus intime et parfois, et peut-être cette fois-là, pas parfois, tout aussi destructrice. C'est la guerre des mots. Pour l'association Tous Créoles, qui organise des cafés littéraires, j'ai sollicité un écrivain martiniquais reconnu. Je m'attendais à un échange, peut-être à un débat, puisque d'autres que moi lui avaient demandé déjà sa participation à nos sauteries littéraires et intellectuelles. La réponse était tout autre. Des injures. Monsieur m'a insulté. Et mon confrère Edmond Mariette et moi avons été traités de crapules. Boum. Ce mot a traversé mon corps par Internet et par messagerie interposée. Frisson, colère, rancœur, rancune. Et j'ai voulu répondre pendant un instant, m'embarquer dans cette folie des mots. Puis je me suis arrêté. J'ai dit, mais non. Il fallait refuser que l'injure me transforme. Et je me suis souvenu de ces mots. Aimez vos ennemis. J'ai lu ça quelque part. Vous devinez dans quel livre? Folie, me direz-vous, aimer ses ennemis. Oui, ben oui, aimer ses ennemis ne signifie pas accepter l'injustice, ni renoncer à se défendre. Mais c'est refuser que la violence des mots vous transforme. En Martinique, nous savons tous combien le débat peut devenir blessure, la blessure des mots. Et c'est pour cela que nous avons une responsabilité, nous tous, encore plus puisque nous animons des émissions sur des chaînes différentes. Suivez mon regard. Nous pouvons être en désaccord profondément, mais nous ne devons jamais nous déshumaniser. Exercer la défense, je vais parler de mon métier, c'est un métier noble, c'est défendre un principe, le droit d'être entendu. On peut contester une position, mais l'injure n'est jamais un argument. La colère est un instinct, tandis que la dignité est un choix. La vraie victoire, parfois, c'est de ne pas devenir ce que l'on combat. Youpi, jingle. Alors, sauvegarde des Antilles, analyse coût-bénéfice et enjeux stratégique. Emmanuel, le vrai coût, ce n'est pas le sauvetage des Antilles, c'est le prix de son absence. Ça te va comme métro? Oui, oui. Enfin, c'est aussi le sauvetage des Antilles parce que c'est une compagnie régionale qui transportait entre 400 et 500 000 passagers par an. Donc, ce sont des volumes colossaux et qui participent à l'équilibre touristique de nos territoires et qui est aujourd'hui en faillite. Qui est en tout cas devant les tribunaux, avec un verdict qui sera prononcé à l'heure où on enregistre, qui sera prononcé là, sous peu, avec deux issues. Soit cette compagnie sera liquidée, soit elle sera reprise. Et il y a aujourd'hui sur les rangs un repreneur qui s'appelle Piam Saint-Luce et qui a fait une proposition pour pouvoir faire continuer cette activité. Donc on espère, bien évidemment tous, que cette compagnie va survivre, puisque il y va encore une fois de l'équilibre économique de nos territoires, de nos régions. Et Dieu sait si on doit aujourd'hui construire un peu dessiner notre avenir en nous appuyant sur les ressources du tourisme. Et le premier carburant du tourisme, c'est le transport. Il faut faire venir et promener les visiteurs dans nos régions. Donc ça c'est le constat. Et maintenant, regardons un petit peu les raisons, parce que c'est intéressant de regarder pourquoi ça dysfonctionne. Que faudrait-il faire pour que ça fonctionne? Voilà les vraies questions en réalité. Alors, il y a eu d'abord des dysfonctionnements, puisque le premier actionnaire a déposé son bilan il y a 2 ou 3 ans. Et pour sauvegarder l'activité, c'est les caisses publiques, notamment la collectivité de Saint-Martin, a mis au pot et a transformé cette entreprise en SEM, Société d'économie mixte. Ça partait d'une bonne intention, forcément,
Mais malheureusement, force est de constater qu'une compagnie aérienne, c'est une entreprise complexe qui ne peut pas être pilotée par la force publique. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Les élus ont beaucoup de qualités, mais pas celle de piloter des entreprises aussi complexes. Et donc, il faut accepter l'idée à un moment donné que de telles entreprises doivent être manœuvrées par des acteurs privés qui ont la compétence. Et Dieu sait si c'est compliqué, parce qu'il faut avoir la souplesse, l'agilité du privé pour pouvoir faire face à tous les aléas qui viennent percuter ces activités. Il faut savoir aussi négocier des virages, négocier des partenariats avec des acteurs plus grands que soi. Tout ça, c'est le champ des opérateurs privés et c'est ce qui a manqué à Air Antilles ces dernières années. Et donc, l'activité s'est éteinte malgré les apports de fonds de la collectivité, mais qui n'ont pas permis à l'activité de survivre. Donc ça, c'est vraiment un enseignement. Aujourd'hui, il faut considérer que le pilote de ce genre d'activité doit ressortir du privé à condition qu'il soit compétent. Et le rôle de l'élu doit être, en gros, de nettoyer la piste pour que l'avion décolle correctement. Donc, c'est l'environnement qui doit être le sujet de préoccupation de nos élus. Et force est de constater, là encore, que l'environnement est compliqué pour ces opérateurs dans nos régions. D'abord, on l'a déjà dit et redit souvent, ici, quelles que soient les entreprises, le coût d'exploitation est 30% plus cher en moyenne que dans n'importe quel autre point de l'Hexagone. Donc, il y a ce surcoût qu'il faut absorber. Et puis, vous avez des taxes qui nous sont propres, qui sont importantes et qui viennent peser sur les exploitations et qui ont été un des facteurs explicatifs de la faillite de cette compagnie. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Et donc, on espère maintenant que l'opérateur qui a fait une proposition d'offre sera retenu. Il vient avec notamment une compagnie d'Haïti qui apportera un savoir-faire et qui va compléter aussi le dispositif, puisque aujourd'hui, quand on est isolé, c'est compliqué de réussir, notamment dans une concurrence, je pense à Air Caraïbes, qui a réussi son modèle à la fois en assurant une exploitation sur son terrain de la Caraïbe, mais en mutualisant des coûts avec notamment le transport transatlantique. Et c'est ce genre de combinaison qu'il faut absolument réussir pour pouvoir parvenir au succès. Et puis le dernier point, réussir également à gérer une flotte. Chaque avion coûte cher. Air Antilles, je pense, a eu le défaut d'avoir des modèles d'avions différents, ce qui rendait compliqué la maintenance de ces avions. On ne pouvait pas mutualiser des frais d'entretien. Donc il y a une vraie stratégie d'équipement. Et ça, je pense que le repreneur qui est sur les rangs aura pris la leçon de ce qu'il faut faire pour permettre à la compagnie de survivre. Intéressant ce que tu as dit sur la nécessité de faire le départage entre la responsabilité de la puissance publique et puis celle de l'entrepreneur privé. La puissance publique, les pouvoirs publics doivent, comme tu dis, nettoyer le tarmac, nettoyer le terrain, et puis ensuite laisser les privés opérer. Et ça me fait penser que si M. Letchimy avait proposé son plan de développement économique il y a 15 jours, 3 semaines, dès les premières années de son mandat, que peut-être que le soleil éclairerait différemment le plateau roi. Antifascisme, fascisme, extrémisme, un débat qui fracture, fascisme, et intervient où s'arrête le combat démocratique et où commence la radicalité. Oui, c'est effectivement après ça a toujours été un débat, mais après la mort de Quentin Derenc suite à une altercation violente en 2026, donc là, assez récemment, l'affaire elle a rapidement pris une dimension politique. Succinctement sur cette affaire, l'idée c'est que des antifascistes se sont, dans leur altercation, ont justifié cette altercation par l'antifascisme, puisque Quentin Derenc serait, je parle vraiment au conditionnel parce que rien n'est prouvé, serait d'extrême droite, ce qui légitimerait les militants d'extrême gauche, appuyés notamment par le chantre de l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour dire que finalement, l'un des piliers de la démocratie, qui est l'antifascisme, même s'il y a eu des dérives regrettables, est légitime. Donc l'idée, c'est d'une certaine façon et d'une façon claire, légitimer la violence. Donc
j'aime bien toujours passer par les définitions. Et la définition de la démocratie, puisqu'on s'en prévaut beaucoup pour avoir une liberté de faire et de tout faire, c'est un régime qui est fondé sur l'état de droit. C'est un régime qui est fondé sur l'état de droit. Et qu'est-ce que c'est que l'état de droit ? C'est le pouvoir, et c'est un luxe que nous avons de vivre dans un état de droit. C'est le pouvoir. Le pouvoir est limité par des lois que les gouvernants doivent respecter et que les citoyens disposent de droits et de libertés protégés par la justice et respectant les libertés des autres. Aujourd'hui, on se retrouve face à une sorte d'idéologie antifasciste qui justifierait beaucoup de choses. C'est notamment une idéologie que l'on peut retrouver chez l'ultra-gauche. Mais sans stigmatiser personne et juste dans le raisonnement, les plus grandes idéologies et les plus meurtrières, les plus destructrices ont toujours été extrêmement légitimes. Rappelons-nous de l'idéologie antisémite. Aujourd'hui, on la regarde de loin, justement, et en l'utilisant d'ailleurs pour dire que maintenant on est antifasciste, mais on n'est plus antisémite. Mais l'idéologie antisémite, au sortir de 14-18 avec une Allemagne complètement ravagée, a été justifiée, surjustifiée, expliquée et finalement extrêmement légitimée par la population. Et ce sont ces dérives aujourd'hui qu'il ne faut pas laisser faire et qu'il ne faut pas justifier, parce que dès lors qu'il y a une gangrène de violence, regardez comme ça a très très tristement terminé par le Shoah, il y a un loup et il y a un sujet. Le fascisme est une idéologie politique autoritaire qui rejette certes la démocratie et concentre le pouvoir entre les mains d'un chef et d'un État fort, et il se caractérise par le nationalisme extrême, la répression des opposants et la limitation des libertés. Mais finalement, est-ce justifier ou combattre l'antifascisme que finalement d'utiliser de la même façon des méthodes fascistes et des méthodes violentes? Ça en revient un petit peu à ton éditorial. L'enjeu central devient alors la capacité pour nous et pour la démocratie et pour l'état de droit sur laquelle elle repose de condamner toutes les violences politiques tout en préservant la liberté d'opinion et le pluralisme. Très, très bien. Serge Letchimy appelle honneur et responsabilité une épreuve institutionnelle. Mon introduction, ce sera de dire que quand le président territorial invoque l'honneur, ce n'est plus un simple recours, c'est une mise à l'épreuve politique qu'il accepte, à laquelle il se soumet. C'est-à-dire, mis-moi, je t'en prie. Alors, l'article, effectivement, qui fait état de la réponse de Serge Letchimy à sa condamnation, est sur trois points. Premièrement, la question de la légitimité de l'appel. Deuxièmement, le fait de l'avoir dit que c'était au nom de son honneur. Et troisièmement, la question de l'enjeu institutionnel qui serait en cause. Exact. Alors, sur le premier point, il est rappelé dans cet article que l'appel d'une décision est un droit. Tu parlais de l'état de droit. Ça fait partie de l'état de droit parce que dans la structure de la justice, il y a plusieurs degrés de juridiction et le droit de faire appel pour faire rejuger son dossier est un droit acquis de tout citoyen. En rappelant que lorsqu'on fait appel d'une décision, ça veut dire que la juridiction d'appel est à toute liberté, surtout que dans le cas d'espèce, tout le monde a fait appel, de réexaminer les faits, de les requalifier et de les rejuger. Donc, il n'est pas extraordinaire que dans un état de droit, d'autres juges aient une interprétation différente que les premiers juges. C'est ça l'expression, c'est que le droit est une matière qui peut donner lieu à interprétation. Et donc, on aurait pu penser que, en faisant appel, Serge Letchimy aurait dû se dire: il y a eu une interprétation du droit, moi je conteste cette interprétation, j'ai la mienne, et en conséquence, je demande que la Cour d'appel apprécie à nouveau les faits, point final. Technique. Ça aurait pu être technique, ça aurait pu arrêter ça. D'autant que, soulignons-le, après des années d'instruction, les juges, quand ils ont statué, ils ont changé l'inculpation, et sur 4 personnes, ils en ont relaxé 3. Donc, ça veut dire la complexité du dossier. Donc, on aurait pu s'arrêter là. Or, il est indiqué qu'il choisit, donc il déplace en quelque sorte l'enjeu de l'appel,
qui n'est plus sur le terrain de l'appréciation juridique, en considérant que c'est une question d'honneur. À ce moment-là, il place la question sur le plan symbolique en faisant un enjeu et que la Cour d'appel, dans sa décision, considère, lui en tous les cas, considère que c'est une façon soit de restaurer, soit de maintenir le fait que son appel ait été, et son honneur ait été mis en cause. Alors, moi, je me suis posé la question très simplement, et je la soumets, est-ce que ce n'est pas une erreur de communication, tout bêtement? Parce que s'il avait été conseiller, on lui dit, en termes de com, ce n'est pas l'intérêt de dire ça. Mais en fait, la question, c'est ce déplacement de terrain qui arrive au troisième point de l'article, à savoir si, ce faisant, ce n'est pas l'institution tout entière qui puisse être affectée. Alors à cela, on peut répondre que plusieurs points. Effectivement, il faut une grande capacité pour une société de distinguer entre la personne, c'est-à-dire l'individu, et l'institution. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et il faut aussi rappeler, parce que, encore une fois, nous sommes dans l'état de droit, la présomption d'innocence joue pour tout le monde, mais que c'est un risque qu'il était peut-être inutile de prendre. Là, le point que je voudrais quand même souligner, c'est qui est pragmatique, qui n'est pas sur les principes, c'est que la décision, nous sommes en 2026. Les prochaines élections, à la CTM, c'est de 2028. Avec le temps, et Serge Letchimy a dit qu'il ne se représentera pas. Si ça se trouve, il sera jugé quand il ne sera plus président. Pragmatiquement, je dis. Et donc, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là, mais il me semble que sur cette question, il faut à la fois rappeler les principes et deuxièmement, indiquer que c'est une fragilité qui n'était peut-être pas nécessaire. C'est une opinion. C'est une opinion? C'est oui. une question. C'est une question. Mais je trouve intéressant que de prendre le risque, à la fois à la limite de provoquer la Cour d'appel en disant vous avez mon honneur entre vos mains. Deuxièmement, à l'égard également de l'électorat, à l'égard de la population, tout que c'est un acte comme tu dis, qui n'était pas indispensable. Mais c'est un acte de bravoure dans ce pays où on voit les gens s'accrocher désespérément à leur poste, à leur fonction électorale et politique. Et puis aussi, c'est de montrer qu'il va jusqu'au bout, quoi. Il va jusqu'au bout de lui-même. Dieu seul sait si on lui a trouvé des défauts à cet homme. Nous tous, moi le premier, je l'ai assez comme ça, lupiné dans mes écrits et tout. Mais là, je trouve que cette façon de faire est intéressante. Alors maintenant, le plus grave, c'est de coller ce qui lui arrive à l'institution en elle-même, de la part de beaucoup de tribuns, et de diatribes et de critiques. Bon, j'espère que tout ce qu'on a traité jusqu'à maintenant tend à dire qu'il faut vraiment avoir le sens des choses, de la démocratie. Jingle. Alors, Christian va nous traiter d'un sujet intitulé « Sommet mondial de l'intelligence artificielle générative ». On a oublié le génératif maintenant, on dit l'IA maintenant. À New Delhi, l'ONU appelle un contre l'humain face à l'accélération technologique. L'intelligence artificielle progresse à grande vitesse. L'ONU freine pour rappeler que l'humain doit rester quand même là aux commandes. Ouais. Moi, la première image qui me vient, si vous voulez, c'est vous avez vu comme moi en télévision, là, il y a des interviews sur des femmes iraniennes et on te dit visage modifié par l'intelligence artificielle. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on n'imagine pas jusqu'où l'intelligence artificielle va peut-être révolutionner le monde. Déjà, le numérique nous a révolutionné. Le téléphone portable, tous ces éléments-là ont changé la vie. Il y a 40 ans, on n'imaginait pas ça. Bon, autour de ça, on a bien vu que la technologie, j'ai envie de dire, précède le droit, en quelque part. C'est-à-dire qu'il faut la réglementer aujourd'hui, parce qu'elle nous emmène dans un monde tellement incertain. Exactement. Que finalement, voilà. Alors, effectivement, le problème a été posé au sein de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, par le secrétaire général, Antonio Guterres, qui lance un appel fort pour un contrôle humain
pour une gestion efficace de l'intelligence artificielle. Alors, 5 points que je vais développer très rapidement. Le constat, une accélération technologique sans précédent qui impacte la défense, qui impacte les finances, qui impacte l'énergie, la santé, avec des systèmes complexes qui dépassent souvent les cadres juridiques existants, je le disais. Deuxièmement, il dit qu'il faut remettre l'humain au centre de la décision. Éviter que l'État amène nous aller, puis nous passons à côté et amène nous. C'est ça. Donc, il faut dialoguer avec tous les pays, toutes les grandes puissances, de façon à ce que l'être humain considère que ce qu'il faut en considération, c'est l'humanisme. C'est sauver la société humaine et non se laisser mener par des technologies. Donc, remettre l'humain au centre de la décision. Après, il dit, à l'instar du nucléaire ou du climat, puisqu'on a parlé ici des COP20, etc., il faut effectivement une réflexion de chacun. C'est un nouvel enjeu, l'intelligence artificielle. Il faut harmoniser, il faut des mécanismes internationaux qui puissent amener à une régulation régulière et progressive de cette intelligence artificielle. Il parle effectivement de la nécessité d'une régulation efficace. On sait bien effectivement que l'intelligence artificielle va se matérialiser aussi dans les aspects militaires. Donc, quand on parle du nucléaire, quand on parle des missiles, tout ça, il est évident que l'intelligence artificielle est au centre des nouvelles modes opératoires. Et puis, il souligne effectivement que c'est un tournant pour la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale doit fondamentalement intégrer ces questions qui doivent garantir la sécurité, qui doivent garantir une architecture renouvelée du monde. Et c'est essentiel de pouvoir aujourd'hui statuer que chacun ne parte pas de son côté, mais que l'humanisme prenne le pas et qu'il puisse y avoir une concertation pour garantir les équilibres et puis le développement durable, comme on dit. Très rapidement, tour de table. Ça te fait peur, l'intelligence artificielle? Non, en 2 phrases. Oui, je veux dire, oui et non. Parce que oui, ça peut être un atout formidable, mais on peut l'utiliser pour créer des désastres. Emmanuel? Alors, 2 idées. La première, c'est qu'on fait partie de ceux qui ont vécu la plus grande accélération technologique de tous les temps. Personne avant nous, sur ces 200 000 dernières années, n'a connu une telle accélération, et donc ça nous change en profondeur. Et la deuxième chose, il y a aujourd'hui en Bolivie un ministre, qui est le ministre de l'économie et de la fonction publique, qui est une IA. Donc, ça veut dire que l'IA, ça y est, rentre dans le processus et se substitue. Frédéric, 2 phrases. 2 phrases, Frédéric. L'intelligence naturelle doit garder le contrôle sur l'intelligence artificielle. Question que j'ai abordée assez. Moi, je trouve ça super excitant, l'intelligence artificielle. Mais je reconnais que pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut être d'un haut niveau de culture. Et il y a un phénomène d'acculturation, un phénomène de baisse du niveau intellectuel, baisse de l'intelligence, de la compréhension des choses, de l'enseignement qui fait que ça peut faire peur à ce niveau-là. On fait une émission et donc le prochain sujet, c'est États-Unis, l'opinion fragilisée après le discours sur l'État. Alors, ce sujet qu'Emmanuel a traité, je voulais le faire sauter parce que ça paraît un peu dépassé après tout ce qui est intervenu depuis. Mais je me suis dit que non, finalement... Oui, c'est vrai que d'ailleurs, ça montre à quel point un événement chasse l'autre, parce que finalement, ce fameux discours de Donald Trump, il n'est pas vieux. C'est le 25 février, donc c'est hier, et il est déjà obsolète. Donc c'est quand même, mais quand même, il a posé sa pensée. Peut-être que son acte guerrier du moment, finalement, vient illustrer sa pensée. Donc ça, c'est ce qu'il faut essayer d'observer maintenant. Mais déjà, commencer à entendre ce qu'il a dit. Il a quand même dit des choses très simples et très fortes pendant ce fameux discours devant le Congrès. D'abord, il a fait un bilan de son action, qui est un bilan merveilleux. C'est vrai qu'il a à peu près, je crois... il a 200 mots de vocabulaire pour exprimer sa pensée, c'est-à-dire le nombre de mots qu'un berger allemand bien dressé possède. Mais il arrive à dire, avec ces combinaisons de 200 mots... Donc, un bilan économique formidable, un redressement économique historique, un contrôle de l'inflation. Donc, il assène sévérité économique pour en dire qu'il a redressé le pays, sauf que tous les experts qui observent en réalité disent stop, c'est pas vrai, tout est faux, tout est faux sur beaucoup de champs. Mais il est dans un verbe qui finalement précède l'action, et c'est sa manière de faire. Et
d'une certaine manière, ça produit des réalités quand même, cette force du verbe. Il parle aussi, alors bien évidemment, c'est MAGA, Make America Great Again, donc tout est fait pour servir d'abord le peuple américain, et quitte à s'extraire de la réalité du monde qui environne les États-Unis. Alors que jusque-là, la grandeur de l'Amérique, c'était aussi de peser sur le monde. Donc ça, il renonce à cette fonction américaine des origines pour enfermer ses frontières, pour considérer que tout ce qui n'est pas américain est potentiellement un ennemi. Donc voilà, il a cette approche ultra sécuritaire avec des zones d'entrée illégales qu'il développe. Il expulse 600 000 expulsés depuis qu'il a pris les commandes dans son deuxième mandat, avec des résultats qu'il annonce et dont il est très fier, mais il n'a peut-être pas tort sur certains points. C'est la baisse de la consommation du fentanyl qu'il explique comme ça aussi. Bon, voilà. Et donc, ça fait écho à certaines pensées quand même. Mais là encore, cette politique sécuritaire rencontre des échecs qui lui sont montrés du doigt. Et d'ailleurs, que la population, maintenant, dans sa majorité, est en train de comprendre, puisque les derniers sondages montrent que son peuple ne le suit pas sur tous ces sujets-là. Absolument. Et puis, on a aussi le protectionnisme. Donc, c'est ce pays qui se referme aussi par son protectionnisme économique. Et puis, cette gourmandise énergétique, parce que c'est un homme d'affaires qui a compris que, notamment l'IA, ce que tu évoquais, l'IA consomme des quantités folles d'énergie, mais bien plus que... j'ai lu une statistique récemment que les 4 principaux GAFAM, leur programme IA consommait plus d'énergie que tout le Brésil, que tout l'État du Brésil. Et donc, ce sont aujourd'hui des enjeux absolument colossaux, à tel point que chacun de ces GAFAM, que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook, Meta, que ce soit Elon Musk, fabrique des centrales nucléaires, fabrique des instruments pour pouvoir produire de l'énergie et se raccorde à Donald Trump, qui, lui, n'a qu'une obsession, c'est d'aller piller les ressources disponibles dans le monde pour pouvoir alimenter sa machine de guerre qui est l'IA. Donc, c'est son combat sur le Groenland, son action au Venezuela, tout ça, et y compris ce qu'il fait au Moyen-Orient, probablement. Il a toujours cette arrière-pensée d'alimenter sa machine économique par l'absorption d'énergie, qui est sa grande obsession. Et ça, il le dit de manière très claire, il ne s'en cache pas. Il est dans cette dynamique. Et puis le dernier point de son chapitre, et ça, je trouve ça assez... Enfin, moi, ça me fait froid dans le dos, c'est-à-dire qu'il se vante de réduire, et se vante réellement de réduire par exemple, de supprimer tout ce qui est DEI au nom de son combat contre le wokisme. Donc, toutes les organisations, toutes les associations qui interviennent dans la diversité, dans l'inclusion, il arrête. Et puis, non content de ça, il a sorti 2,4 millions d'Américains des bons alimentaires. Et il s'enorgueillit de ça, il trouve que c'est bien. Donc, il se glorifie de dire « Je sors ma population dépendante de l'aide américaine des bons alimentaires. » Vous voyez ? Donc, c'est ce contre-discours pas ultralibéral, mais libertarien, plutôt, qu'il met en avant et qui est la signature de son fameux discours du 25 février. Voilà, et qui aide à comprendre le sens de sa pensée et notamment les grandes connexions qu'il opère avec nos nouveaux maîtres. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui est titré comme ça, qui sont simplement sa garde rapprochée des grands acteurs des nouvelles technologies, les fameux GAFAM. Comment peut-on, en 2025-2024, avoir comme moteur d'action le mercantilisme? Comment on peut imaginer? Alors, le mercantilisme en soi, moi, ça ne me choque pas. Ce qui est choquant, c'est que l'humanité avait fait, je pense, mais ça, je donne un point de vue, avait fait des progrès dans la mesure où elle avait obtenu des modes de fonctionnement de coopération. On n'avait pas raison tout seul. Il fallait absolument s'appuyer sur le voisin, il fallait coopérer, il fallait mettre en place des instruments de coopération. C'est de là que
sont nés des organismes comme l'ONU, même l'OTAN à la limite. Et donc cet ordre mondial ou ce droit international, en fait, qui finalement est né d'une volonté américaine aussi, eh bien tout ça, je trouve que ça faisait partie du grand progrès de l'humanité. D'ailleurs, pendant 80 ans, on n'a pas eu de guerre. C'était peut-être le résultat de ça. Et moi, ce qui me frappe, c'est la vitesse à laquelle on tourne cette page sans même se poser de questions. Enfin, on écrase 80 ans de boulot sans forcément se dire la main doit trembler quand on renonce à ce type d'instrument. Exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est Frédéric, je crois qu'il va nous expliquer que pour les filières ultramarines, agricoles naturellement, je t'ai mis les pieds dans la gadoue. Hein. J'adore ça. Le vrai défi du salon, du SIA, Salon international d'agriculture, se joue autant à Bruxelles qu'à Paris maintenant. Oui, et il met en avant l'accélération de la recherche et du développement dans l'agriculture pour être un levier essentiel de l'économie. Ça, on le sait, et puis c'est un sujet qui est récurrent pour nous et qui est une vraie souffrance de ne pas non pas parler de souveraineté alimentaire, mais de plus d'autonomie alimentaire. Donc c'est l'occasion de revenir sur ce marronnier, puisque l'analyse souligne que le POSEI, ce fameux programme d'aide pour finalement des financements européens fléchés vers la France, fléchée vers l'agriculture en Martinique, eh bien, un rapport de la Cour des comptes européenne qui a été récemment publié là, en 2026, il indique que ces aides sont essentielles pour l'agriculture ultramarine. Ce n'est pas nouveau, mais au moins un rapport de la Cour des comptes le met noir sur blanc. Et donc, ces aides bénéficient surtout à quelques grandes exploitations, notamment dans la filière banane. Ça aussi, je crois qu'on était informés. Ça relance les discussions sur une réforme de dispositifs et mieux soutenir les petits producteurs. Et les responsables politiques des Outre-mer réclament, c'est normal, toujours le maintien du programme. Bon. Et on a déjà dit à plusieurs reprises, et on le répète, que sans structuration de filière, sans mise en place de process, on ne peut pas toucher l'argent. On ne peut pas bénéficier des fonds. Toute la difficulté est la stratégie agricole, la politique agricole, la direction, la vision. Et ce n'est pas du tout un découragement que je dis là, puisqu'il y a des exemples de succès. Je me suis rapprochée de l'exemple de la relance de la filière café en Martinique. On a des agriculteurs, alors pas nombreux, mais en tout cas suffisamment avec un volume assez significatif qui recommence à cultiver le café Arabica typica, qui est une variété historique de l'île. Donc c'est une agriculture qui est différenciante pour nous et qui est aussi productive et intéressante à échelle européenne et internationale. Des experts agronomes et le parc naturel régional accompagnent de façon systémique les producteurs pour améliorer les techniques de culture. Donc, il y a de la structuration, de la diversification. Et l'objectif, c'est de reconstruire toute la filière. Et qu'est-ce que c'est qu'une filière, concrètement? C'est la production, c'est la transformation, c'est la commercialisation. Et tout cela pour le café local. Il y a une photo à l'écran de la filière bovine qui, André Prosper, fournit un travail incroyable depuis, j'ai envie de dire des décennies pour ne pas trop le vieillir, excuse-moi André, mais depuis plusieurs années. Et il a ce discours, il a le salon de l'agriculture la met en valeur, la vache brahmane la met en valeur à juste titre parce que ça répond à ces sujets de structuration, ça répond à la différenciation. On parle d'une vache dont, alors d'aucuns critiquent le fait qu'elle ait été génétiquement modifiée, mais aujourd'hui, c'est une vache qui a beaucoup de qualités en termes de qualité, de nourriture et aussi d'élevage. Et par conséquent, c'est un exemple de diversification et c'est un exemple pour nous. Et
Et plus on aura d'exemples, et plus on encouragera, je crois, nos agriculteurs à persévérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es pêcheur, je vais élargir l'agriculture. Oui. Tu fais une dizaine de nasses, donc tu investis à peu près 30 000 euros. Ces immenses nasses qui sont aussi grandes que des maisons. Tu les mets là quelque part. Et puis, pendant un certain temps, tu récoltes par chaque nasse, tu récoltes, c'est un pêcheur qui m'explique ça, 80, 100 kilos, donc tu rentabilises. Et puis, à un certain moment, tu n'as plus de poissons. C'est fini. Au même endroit où, théoriquement, les courants, ils ont changé. Quand tu es agriculteur, tu plantes de l'igname ou bien tu plantes du chou de Chine, et puis que tu ne récoltes que du chou de Chine qui à l'intérieur, a un point noir, un charançon, une bestiole, quelqu'un qui l'a tué. Et donc, tu as 1 hectare de chou de Chine. Quand tu vas récolter, tu n'as pas 10 mètres carrés de bon chou de Chine, etc., etc. Tu plantes des papayes. Au bout d'un moment, les papayes, toutes sont vérolées, meurent. Et tu sais pas, et tu te tournes vers qui, vers quoi, vers quel organisme qui te dit lui-même, nous faisons de la recherche, mais c'est au niveau mondial. Tes amis agriculteurs doivent te le dire, Emmanuel, c'est au niveau mondial que nous pouvons trouver des ressources, trouver quelque chose là-dessus. Tu veux parler, Emmanuel? Oui, il y a aussi le fameux débat sur le POSEI, qui est un débat important parce que je pense qu'on n'a pas compris deux choses. L'Europe apporte 2 niveaux d'aide. Il y a le POSEI qui vient aider des filières qui produisent. Donc, c'est une aide à la production. Plus vous produisez, plus vous touchez. Si la banane demain arrête de produire, elle ne touchera pas de POSEI. C'est aussi simple que ça. Si l'ananas produit plus que la banane demain, c'est l'ananas qui aura plus de POSEI. Si c'est le café demain qui produit, c'est ça c'est ça le principe du POSEI. Et puis, il y a d'autres catégories d'aides européennes qui viennent en aide pour permettre aux filières de se structurer. Ce sont des subventions, etc. Et il ne faut pas se tromper. Je pense que le POSEI doit rester ce qu'il est, c'est-à-dire une aide à la production. Par contre, travaillons sur des autres moyens pour permettre aux filières de... Jingle culture. Au-delà du sujet que Daniel va traiter, elle va nous expliquer ce que c'est qu'un livre connecté. Les Antilles-Guyane regorgent d'histoires passionnantes qui construisent l'identité patrimoniale de nos territoires. Ces dernières apportent à notre culture cette touche unique et propre à nous. Livre connecté, c'est qui ça? Alors avant, donc il s'agit de cet ouvrage qui est réalisé par 2 jeunes. Ils ont 35-36 ans, qui sont Mélodie Moutamal et Yanis Rosamond, surnommé dont le pseudo est Débrief. Et déjà, moi je pense qu'il faut déjà connaître leur parcours pour comprendre comment ils se sont retrouvés. Ce sont des passionnés à la fois d'histoire, de patrimoine, de culture, mais également du numérique, du digital. Ouais. Et que ce soit Mélodie Moutamal qui a créé sa propre société, que Yanis Rosamond qui a créé la sienne. Par exemple, les Lumina TV, c'est lui qui a créé. Donc, et ils ont tous les deux, ils sont passionnés et ils ont le souci de la transmission. Et donc, ils réalisent cet ouvrage qui, effectivement, est un ouvrage papier, mais qui est un ouvrage avec des QR codes. C'est-à-dire que chaque histoire, parce que ça va raconter des énigmes concernant la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin. Et l'intérêt, c'est déjà de souligner, me semble-t-il, la qualité du design et du graphisme. C'est un livre, quand on le manipule en papier, on est frappé par la qualité de l'image, par la qualité du papier, par la qualité de la présentation. Et quand on est plus branché, on peut aller, donc en scannant le QR code, avoir accès, parce que cet ouvrage, il a l'avantage d'être truffé de notes. C'est-à-dire que quand ils disent quelque chose, quand il y a une référence, il y a exactement en bas de page quel est le site internet, quel est l'article, quel est le livre qui a été consulté. Et ces histoires peuvent être complétées par le lecteur qui, par le biais de ce QR code, va pouvoir, si lui, il a une information, pour, par exemple, pouvoir dire quels sont les autres, ce qui s'est dit, quels sont les on-dit, ou bien quelles sont les références, ou bien ce qu'il a lu, pourront compléter. Et dans la présentation, il y a donc des histoires. Et ce sont des histoires, soit parce qu'il y a des points communs. Cet ouvrage nous permet de comprendre que dans la Caraïbe, on a des points communs. Je prends 2 exemples. Les disparitions mystérieuses
de personnes dans la forêt. On va retrouver, il va indiquer des personnes qu'on n'a jamais retrouvées, mais on va retrouver la même chose en Martinique, en Guadeloupe, à la Dominique. Des personnes qui se sont... La forêt les a engloutis. Mais des gens, par exemple, ils prennent l'exemple en Guadeloupe, c'est un couple, ils sont ensemble, le mari s'écarte et au bout de 4 minutes, il a disparu. Et on n'a jamais retrouvé. Et la même chose à la Dominique, la même chose. Ou bien, les autres points communs, c'est le magico-religieux, je dirais. On décrit des crimes où des personnes, on va retrouver, ça c'est le cas de la Martinique, on va retrouver des corps sur des plages différentes, ils sont dénudés avec des caractéristiques différentes et on ne saura jamais qui les a tués. Ou bien, et on va retrouver des morts mystérieuses, pareil, à Saint-Martin ou en Guadeloupe. Ou bien des bâtiments qui sont hantés, dit-on, parce qu'on entend des bruits, on entend des gémissements. Et alors, les explications, c'est le cas du château Aubéry, ce sera le cas d'un internat en Guyane, ce sera le cas d'un hôtel à Bellecréole à Saint-Martin. Et donc, c'est la coïncidence dans les différents territoires du fait qu'on dise, soit parce que les établissements ont été construits sur un cimetière d'esclaves, soit ils ont été construits sur des tombes amérindiennes. Et donc, il y a quand même toujours un rattachement à l'histoire. Toujours est-il que... Alors, c'est le tome 1, et donc, on attend avec impatience le tome 2. Et ce que je voudrais signaler aussi, c'est que pour la jeune génération, les articles, les chapitres sont assez courts, mais ça permet... je prends le cas du château Aubéry. Il y a des gens qui vont lire et qui vont regarder l'histoire de ce château qu'on dit hanté. Mais ils vont comprendre aussi que c'est rattaché à un point de l'histoire, comme par exemple l'affaire Aliker, le journaliste qui a été assassiné en 1934. Et peut-être que jamais il n'aurait entendu parler de l'affaire Aliker si ce n'était pas par ce biais-là. Donc, c'est des biais qui permettent à des personnes qui n'ont pas accès à l'histoire de connaître notre histoire. Donc, c'est vraiment à saluer et on y prend beaucoup de plaisir. On attend le prochain tome. Absolument. Jingle, musica. Christian nous a concocté des sujets, une thématique, un angle. Je le laisse nous Un expliquer. petit clin d'œil quand même à Yanis Rosamond, que je veux saluer parce qu'il a travaillé avec nous à Begin Jazz. Et donc, j'ai toujours plaisir à le revoir et à observer son itinéraire, sa trajectoire. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de parler, je propose en tout cas de parler un peu de Willie Colon. Willie Colon, c'est un portoricain, on le connaît, enfin, mais il est né dans le Bronx en 1950. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 15 ans, il a fait son premier album. Et nous, tout jeunes, je connaissais Willie Colon, j'imaginais que c'était un mec qui était très grand, très âgé en tout cas. Et de voir qu'il est décédé à l'âge de 75 ans, ça montre comment il était précoce. Alors, il a mis en valeur la musique latino-américaine à travers la Fania All Star, et puis notamment par sa formation. On va déjà écouter quand même un premier titre qui va vous rappeler des bons souvenirs. El aguinaldo. Vaya, dice. Alors, je n'ai pas trouvé d'image très récente, mais quand même, j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver Hector Lavoe, qui était son chanteur, et puis cette chanson Panaménia qui a fait danser beaucoup de générations, n'est-ce pas, Frédéric? Ah oui, je me rappelle de cela comme si j'avais 7 ans. Voilà. Alors, donc, Willie Colon, je vais vous proposer un deuxième titre qui s'appelle L'Amourga, que je vous invite à redécouvrir. L'Amourga.
chers amis, en fait, téléspectateurs, j'espère que vous avez revécu, parce que j'aimerais ajouter que dans le temps, la salsa, pour nous, c'était le summum de la beauté et ouais, de l'expression avec les cuivres, tout ça. Donc, honneur à Willy Colon. Alors, pour continuer, je vais vous parler, on va changer complètement, on va revenir chez nous, je vais vous parler de Jean-Claude Nemrou, qui a fêté ses 50 ans de carrière au Cabaret Sauvage à Paris. Moi, j'aimerais dire, c'est pas un homme que j'ai rencontré beaucoup, mais j'ai toujours été très séduit par sa discrétion dans un premier temps, voyez, et son talent. On va y voir à travers quelques vidéos des éléments, en tout cas, qui permettront de comprendre un petit peu ce regard que nous avons. Alors, une première vidéo. C'est que les chagrins, qu'à fond ciel tête moins, mais l'âge arrivé, faudrait moins partir, pas désespérer, pas décourager. Voilà, de merveilleuses mazurkas, on va en écouter d'autres. J'aimerais rappeler aussi que Jean-Claude, il a commencé avec Peter Gabriel, il a joué avec Manu Dibango, et il a fait 45 ans avec Kassav. Vous voyez, et puis il a joué avec d'autres, hein, il a une carrière extraordinaire. Voilà, c'est un super compositeur aussi. On va faire un petit tour sur les compositions qu'il a faites. Pour l'instant, regardons une nouvelle vidéo. Ça qu'a fait, depuis non, doudou, moi, pas jamais ni temps pour faire une sortie. Jodi allait arriver, pour m'emmener voyager. Nous qui partis tous les deux. L'amour pas jamais rêvé. Ou peut faire mais qu'elle là c'est pas la peine. Songer qui t'en nous qu'elle vivait. Moi, quelque chose est pas et puis nous c'est comme première fois nous t'es fini. Connaître. Aïe, aïe, aïe. Sans les voix et puis vibration. Le moins que c'est ou attend pour moi ou pour sentir. On peut pas vivre sans vous. Bien qui vous. J'espère que vous aimez, c'est d'une beauté. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Ce morceau-là a été joué par Acoustic Zouk à Thibom Village. Et Polo Ozine était là toujours. Et un jour, Francisco me dit, ou pas tant de morceau là, un morceau là belle tellement. Et quelques temps après, je vais chez Polo, pas chez Polo, je vais à la préfecture dans son bureau, et il me fait les grilles du morceau que j'ai chez moi de la main de Polo. Oh. Les grilles harmoniques, c'est-à-dire voilà, les accords du morceau. Et c'est un titre qui s'appelle Retrouvailles. C'est délicieux, délicieux. Voilà. On va continuer. J'aimerais aussi vous dire que lui, il a fait un hommage à Aimé Césaire. Il a fait Rachiche, il a fait Aver Doudou, il a fait Ouped Fila, vous connaissez peut-être SOS Mémé avec Edith Lefeld. Tout ça, c'est écrit par Jean-Claude Nemrou avec Roland Brival. Les années folles. Pour autres, Rêve en moins, chanté par Patrick Saint-Éloi. Tu dis que tu n'aimes pas ça, ça c'est lui aussi. Polisson de machin, l'amour anthropophage. Voilà, Doméis Mako. Donc c'est écolé serré. Donc j'ai fait, au total, il y a 179 œuvres à son répertoire. Wow. Mais vous voyez les belles chansons qu'il nous a données. Voilà, donc on va continuer avec notre prochaine vidéo. Vive les sentiments et puis l'amour Adam, oui. You dis c'est Mazou qui plus belle qu'on coule l'arc-en-ciel. Aïe doudou baiser, il nous a voyagé dans le temps passé. Pour nous ça déviré, qu'on première fois nous t'es mazouké à la cadence pitch. Les cavaliers, préparez vos dames. Allons-y par le bois. Attention. SOS Mémé. Non, ça c'est les années folles. Les années folles. Mais vous voyez toute une panoplie de chansons qu'il faut qu'on prenne l'habitude d'écouter. Il ne s'agit pas simplement de danser.
Il s'agit de comprendre la littérature, la beauté de la langue, la profondeur et la douceur des paroles entre les femmes et les hommes. Voilà. Et Jean-Claude Nemo, il représente tout ça. Pour terminer, Jean-Claude Nemo, c'est aussi, un partage générationnel. Hein, et je vais rendre hommage à Kélia Paulin et Jean-Claude Nemo, que je vous invite à voir à travers Un verre d'eau. Oui. Parce que l'amour pas ni raison. Voilà, mes amis. Superbe. C'est super. Merci, Jean-Claude. J'ai le sentiment que nous avons fait une excellente émission. Ben, nous espérons. Je vante mon bouillon parce que si je ne le fais pas, mais qui va le faire pour moi? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Frédéric, dans 15 jours. Oui. Et puis, je suis ravi de voir quelle application, quelle constance que vous avez dans la régularité que vous avez dans l'édification de ce que nous disons. À contre-temps, c'est comme ça qu'on s'appelle, il faut le dire. Et je remercie, comme d'habitude, à chaque fois, Max, David, Johan, Mehdi, qui sont les techniciens, puis Max qui est le directeur, Flore qui est l'assistante de direction, et d'exister. À la semaine prochaine, pardon. À bientôt.